L'heure libre, Sud Radio, parlons vrai. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre. Une heure de décryptage de l'actualité entre 12h et 13h. Une heure en compagnie de l'excellent Jean-Marie Bordry. Stéphane Simon, bonjour et merci. Merci. Également avec nous Victor Lefebvre, journaliste spécialisé dans l'enquête. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane Simon. Je me faisais une petite réflexion en disant que vous êtes spécialisé dans l'enquête, Victor. Mais en fait, ce ne sont pas tous les journalistes qui devraient être spécialisés dans l'enquête. C'est normalement un prérequis dans le métier, non ? Oui, il y a des journalistes aussi dans la presse culturelle, cinéma, c'est vrai. Gastronomie. Et ça les dispense d'enquêter sur le sujet qu'ils traitent. Ah, ça reste à décider. C'est pas l'objet du thème aujourd'hui. On va parler de Bernard Tapie, le légendaire homme d'affaires qui nous a quittés il y a tout juste 3 ans, le 3 octobre 2021, des suites d'un cancer. Mais en dépit des hommages qui lui ont été rendus, des dizaines de livres qui ont été écrits sur lui, des documentaires, reportages, fictions sur Netflix même, qui lui ont été consacrés, et des centaines d'articles qui ont raconté l'homme, la saga Tapie, eh bien, il reste néanmoins encore un grand inconnu pour le public, un homme dont on n'a pas fini de faire le tour et dont sa belle-fille nous livre un portrait très personnel. Marie Grissinger Tapie, auteure de Tapie comme Bernard, aux éditions Les Presses de la Cité, sera parmi nous dans quelques instants. Mais tout de suite, je me retourne vers vous, Victor, non pas pour vous demander votre avis sur l'investigation cette fois, mais pour nous parler de l'agenda judiciaire. Vous allez nous reparler de l'affaire dite des viols de Mazan et du procès de Dominique Pellicot et de ses complices qui a lieu en ce moment. Plus de 50 hommes, je le rappelle, sont jugés. Tous ont abusé de Gisèle Pellicot, que le mari droguait pour la rendre inconsciente et la livrer à des hommes que le mari pervers convoquait. Et cette semaine, d'autres affaires ont été évoquées à la barre qui pourraient impliquer Dominique Pellicot. Oui, donc Dominique Pellicot, 71 ans, donc le principal accusé dans l'affaire des viols de Mazan, intéresse les enquêteurs dans d'autres dossiers. Il est notamment soupçonné d'avoir commis le meurtre et le viol de Sophie Narme, 23 ans à l'époque, à Paris en 1991. Ça, c'est un crime qu'il nie avoir commis. Et également une tentative de viol en Seine-et-Marne en 1999 sur une jeune fille de 18 ans. Après avoir été confondu par son ADN, Dominique Pellicot reconnaît cette tentative de viol. Dans les deux cas, les victimes étaient des agents immobiliers. C'est toujours le même modus operandi qui est opéré par Dominique Pellicot dans ces affaires, même s'il reste évidemment présumé innocent. Dans ces deux affaires, Dominique Pellicot a été mis en examen, mais ce n'est pas tout. En utilisant la base Salvac, qui est un logiciel à disposition des policiers qui permet d'établir des liens entre les criminels en série, les policiers ont retenu 5 affaires non résolues, donc des cold cases, dans lesquelles ils soupçonnent une implication de Dominique Pellicot. Le modus operandi est toujours le même. L'agresseur prend rendez-vous sous un faux nom, passe à l'acte dans l'agence ou dans un appartement, profitant de se retrouver seul avec la victime. Et c'est notamment ce qui s'est produit en février 1994 à Vannes, dans le Morbihan, avec Daniel H, 28 ans, violé, et quelques jours plus tard à Valenciennes, dans le Nord, avec Céline D, 26 ans à l'époque, violée par un inconnu elle aussi. En septembre 95, une autre Céline D, est violée à Rambouillet dans les Yvelines. Puis enfin, c'est à Bar-l'Étang, dans les Bouches-du-Rhône, que Christine G est retrouvée morte dans son agence en mai 2000. Enfin, en mars 2004, l'agression de Françoise L, également dans son agence, est interrompue par un témoin. Et dans la plupart de ces affaires, un prélèvement ADN masculin a pu être réalisé. Donc à suivre. Il faut d'ailleurs rappeler que les circonstances de l'arrestation de Dominique Pellicot n'ont rien à voir avec les viols de Mazan. À l'origine, il est arrêté non pas parce qu'il est suspecté d'organiser le viol de sa femme, mais parce qu'il a filmé sous les jupes de femmes. Et la curiosité des policiers va les amener à fouiller son téléphone et découvrir des images de frasques sexuelles assez étonnantes, et notamment des séances atroces qu'il faisait subir à sa femme, sous soumission chimique. Sous soumission chimique. Et d'ailleurs, il y a un autre dossier qui attire l'attention dans le contexte du procès des viols de Mazan. C'est le procès qui a lieu à Toulouse. Un homme de 46 ans qui comparaissait mercredi 19 septembre devant la cour d'appel de Toulouse pour avoir agressé sexuellement son épouse après l'avoir droguée. Certains détails évoquent de manière troublante l'affaire des viols de Mazan. Le prévenu, originaire du Tarn, est soupçonné d'avoir agressé sexuellement sa femme entre 2019 et 2022. 3 ans. Pendant 3 ans, après lui avoir fait ingérer au préalable du zolpidem, un puissant somnifère. Il a lui aussi filmé ses agressions. Les faits avaient été découverts à l'occasion d'une audition de l'épouse dans le cadre d'une autre affaire, le viol d'une prostituée, pour lequel le mari a finalement écopé de 3 ans de prison. L'épouse avait retrouvé la trace dans les mails de son mari. Des commandes de somnifères étaient posées plainte contre lui au printemps 2023. En première instance, l'homme a été condamné en juin dernier à 4 ans de prison ferme.
pour agression sexuelle avec administration d'une substance à la victime et atteinte à l'intimité. La même peine a été requise par le procureur lors de l'audience en appel et l'arrêt de la Cour est prévu mercredi prochain. Et on peut préciser aussi qu'il y a une autre affaire de soumission sexuelle qui a fait beaucoup, soumission chimique, qui a fait beaucoup réagir. C'est ce qui est arrivé manifestement à une députée qui accuse un sénateur d'avoir tenté de la droguer. L'affaire n'est pas encore jugée à ce stade. Alors, décidément, ces affaires de viol sous soumission chimique, on en parle beaucoup. Il y en a d'ailleurs également dans les hôpitaux, c'est ce qu'on a appris il y a peu de temps, dans les cliniques, les hôpitaux, des lieux où on devrait être en parfaite sécurité. Il y a notamment une affaire à Nice. Oui, effectivement, à Nice, en février dernier, un aide-soignant de l'hôpital Pasteur a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur personnes vulnérables. L'homme, marié et père de famille, a été surpris en pleine agression sexuelle sur une patiente en réanimation. Par l'un de ses collègues infirmiers qui a eu le réflexe de filmer la scène, ce qui constitue donc une preuve irréfutable. Et quelques jours plus tard, une autre patiente de l'hôpital Pasteur accuse ce même homme d'agression sexuelle pour des faits qui remontent cette fois à janvier et février 2021. L'homme travaillait depuis 10 ans au service de nuit de l'hôpital Pasteur de Nice et dès 2019, des premiers soupçons avaient déjà pesé sur lui pour des faits similaires. Les enquêteurs de la brigade criminelle des Alpes-Maritimes cherchent désormais à savoir si l'homme aurait pu faire d'autres victimes. Il a été placé en détention provisoire. Alors si on ajoute à ça ce qui arrive à des jeunes femmes en boîte de nuit, c'est-à-dire l'ingestion de produits qui les rendent dans un état un peu secondaire, on peut dire que ces affaires de viol sous soumission chimique, elles sont devenues, je dirais pas monnaie courante, n'exagérons pas, mais elles sont très fréquentes maintenant. Oui, puis il y avait eu ces affaires, rappelez-vous, lors de certains festivals de piqûres présumées, il y a eu beaucoup de victimes. Certains faits n'avaient pas tous pu être attestés. On avait parlé de psychose collective à l'époque. On parle aussi d'ingestion de GHB dans les bars et les boîtes de nuit. C'est quelque chose qui vient aussi très couramment. Et effectivement, c'est l'un des sujets les plus préoccupants aujourd'hui. Changement complet de sujet. Nous a rejoint Marie Krissinger-Tapie. Bonjour. Je le disais, vous êtes la belle-fille de Bernard Tapie et vous venez de sortir un livre aux presses de la Cité qui s'appelle Tapie comme Bernard. C'est une phrase que vous avez souvent entendue quand vous décliniez votre identité. C'est un peu le livre des dernières confidences sur l'homme d'affaires. Nous allons y venir. Merci d'être avec nous. Mais avant de vous retrouver dans quelques instants, Marie, je voudrais vous demander quel est votre pire souvenir avec Bernard Tapie ? Il y a eu beaucoup de mauvais souvenirs puisqu'il lui arrivait pas mal de catastrophes dans sa vie. Mais comme à chaque fois, il rebondissait tout le temps, c'était des souvenirs assez éphémères. Cela dit, le pire, je dirais que c'est son départ en prison puisque j'étais déjà dans la famille et présente toute la journée avec lui. Le pire parce que là, il n'a pas rebondi tout de suite et qu'on n'avait pas l'habitude. Il n'a pas rebondi parce qu'il était enfermé. Au départ, dans un cachot sans fenêtre, réservé aux terroristes, aux criminels les plus dangereux, soi-disant pour le mettre en sécurité. Et là, pour la première fois, on a vu Bernard abattu longtemps, jusqu'à ce qu'on réussisse à le faire mettre dans une cellule classique. D'accord. Ouais. Alors ça, c'est pour le pire souvenir. Et quel a été le meilleur souvenir ? Peut-être la naissance d'un de vos enfants ? Voilà, complètement. J'allais dire ça semble un peu bateau, mais dans une famille, c'est classique. C'est quand on s'est retrouvés pour la naissance de mon premier enfant, avec mes parents, Bernard, Dominique, dans la chambre d'hôpital, et qu'ils ont découvert mon fils. Mais en même temps, Bernard, ce qui m'a marqué le plus, c'est au quotidien, c'est que je savais que je pouvais passer le voir tout le temps, que son bureau était toujours ouvert et que j'adorais passer le voir à l'improviste, m'installer dans le fauteuil en face de lui, juste pour l'écouter passer ses coups de fil, parce qu'il avait toujours des trucs intelligents à dire ou qu'il déconnait avec l'interlocuteur qu'il avait en ligne, qui me faisait un petit clin d'œil pour quand il faisait une blague et qui se levait, qu'il allait voir la télé, qu'il injuriait les types, l'arbitre s'il y avait un match, qui revenait, qu'il était tout le temps agité, et puis attendre le bon moment pour lui poser la question que j'avais envie de lui poser à ce moment-là, soit parce que j'avais envie d'avoir son avis sur l'actualité, soit parce que j'avais un problème ou que mes parents avaient un problème. Donc c'est vraiment ces moments-là qui me manquent.
On comprend bien aisément. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, vous êtes en fait la compagne ou l'épouse de Laurent Tapie. Ouais, son plus jeune fils. Son plus jeune fils, voilà. C'est ça, que vous avez connu quand vous étiez jeunes tous les deux. On s'est connus à 16 ans, ouais. Ouais. Donc j'ai connu Bernard une trentaine d'années. D'accord, parfait. Alors, restez avec nous. 3 ans après sa disparition, les ultimes confidences sur Bernard Tapie, c'est sur Sud Radio. À tout de suite avec notre invité. L'heure libre. Sud Radio, parlons vrai. De retour dans l'heure libre, votre rendez-vous du samedi midi pour décrypter l'actualité sur Sud Radio avec Jean-Marie Bordry. Toujours Stéphane Simon. Et toujours Victor Lefebvre, Simon, notre journaliste spécialisé dans l'investigation, n'est-ce pas? Bonjour. Alors, je vous le disais, il y a 3 ans, le 3 octobre 2021, pour être précis, Bernard Tapie nous quittait des suites d'une longue maladie, un cancer qui le rongeait et contre lequel il n'a cessé de penser qu'il allait le vaincre. Merci Marie-Christine Tapie d'être avec nous. Vous faites partie du clan Tapie, on peut le dire. Hein. Oui, vraiment. Ouais. Alors, il y a une phrase de Bernard Tapie que vous mettez en épigraphe de votre livre, Tapie comme Bernard, je le rappelle, c'est-à-dire en début de livre, et que je lis « Je ne peux pas mourir à ma mort comme ils n'auront pas pu voir mon cadavre. Il y aura toujours des gens pour en douter. Certains m'auront aperçu en Amérique du Sud, d'autres sur des îles. Vous verrez, je continuerai d'exister longtemps. » C'est ce que dit Bernard Tapie. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur les circonstances de cette déclaration et qu'est-ce que ça voulait dire exactement chez lui? Bon, déjà, on voit à quel point c'est un personnage romanesque, donc hyper intéressant pour un auteur. Cette phrase, elle vient d'un article écrit par Francis Puyalt, avec qui qui m'a apporté son témoignage dans le livre, qui était un journaliste du Figaro, qui a beaucoup suivi Bernard, qui était là notamment le jour du départ en prison, toute la journée, et qui a écrit plein d'articles sur Bernard. Donc c'est un article qui date de 1995 en novembre. À cette époque, toutes les affaires lui tombent sur la tête. Il est en banqueroute, poursuivi pour fraude fiscale. Eva Joly est sur 6 procès contre lui. Enfin, c'est l'enfer. L'enfer commence, en fait. Et malgré tout, il est en train de tourner un film avec Lelouch. Et j'imagine qu'il veut nous dire, voyez, même quand on me croit complètement abattu, j'ai rebondi là où on ne m'attendait pas. Et que même quand je serai mort, les gens imagineront que je ne le suis pas. Ouais, voilà. Ouais. Alors, on va parler dans cette partie de l'émission du Bernard Tapie personnel, j'allais dire. Ce livre, c'est un livre que je qualifierais d'impressionniste, c'est-à-dire que c'est plein de petits souvenirs qui s'entremêlent, qui rebondissent les uns les autres et qui composent un portrait qui est finalement très subjectif et en même temps très fidèle du Bernard Tapie que vous avez connu. Vous avez toujours eu, en plus, l'idée d'écrire un livre sur lui, à telle enseigne que vous lui en avez même parlé. En 2015, vous lui dites, est-ce que tu serais d'accord pour que j'écrive un livre sur toi, mais sous-entendu, ironiquement, sans tout changer derrière? Oui, en effet, parce qu'il aimait tout contrôler. En fait, c'est lui qui m'a donné cette idée au départ, puisque j'avais publié un livre chez Albin Michel qui a été édité en 2015 sur mes parents. Et il suivait un peu le manuscrit au fur et à mesure que j'écrivais. Il m'avait suggéré de l'insérer dans ce livre qui portait sur mon père à moi. Et en me disant, mais comme il aimait mon style, il m'a dit, mais ce serait top que tu ajoutes un héros, moi. Comme ça, tu pourras comparer la personnalité de ton père et de ton beau-père qui sont radicalement opposés. Ça peut être hyper intéressant pour le public. Et je lui avais dit non, là, Bernard, cette place, tu l'auras pas. C'est un livre sur mon père qui en plus est très effacé, donc je tiens à ce que ça reste un livre sur mon père. Mais quand ce livre est sorti, c'est à l'été 2015, je prenais le petit déjeuner avec Bernard pendant les vacances. Et je lui ai suggéré l'idée d'écrire un livre sur lui. Il était emballé. D'accord. Alors vous avez une thèse originale. Vous dites en gros que Bernard Tapie a souffert de ne jamais ressentir de la reconnaissance chez son père. Chez son père. Hein. Ouais, souvent on dit que la matrice de l'homme, c'est de vouloir reconquérir quelque part sa mère. Là vous dites que c'est son père qui n'a pas su lui dire une seule fois bravo. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est pas mon interprétation, c'est ce que Bernard nous disait. Effectivement, avec sa mère, il avait une relation fusionnelle, mais il n'avait pas beaucoup d'atomes crochus avec son père et on sentait qu'il avait envie de l'épater.
D'accord. Il y a quelque chose qui m'a surpris dans votre livre. Vous dépeignez un Bernard Tapie qui, même lorsqu'il est en repos dans sa propriété de Saint-Tropez, qui à la fin de sa vie d'ailleurs ne sera plus vraiment la sienne puisqu'elle sera saisie, même quand il est en vacances en famille, à ce moment de l'été où on devrait être détendu, eh bien, il est souvent tendu, de mauvaise humeur, un peu hargneux, prêt à faire le coup de poing. Il y a quelque chose d'animal que vous dépeignez qui est intéressant. Du côté de l'animal qui grogne en permanence, comme si c'était son moteur, cette manière de faire vrombir en permanence sa puissance intérieure. Vous l'avez parfaitement cerné. Moi, j'ai l'impression qu'il n'était jamais en repos. Et j'ai l'impression qu'il n'était jamais tout à fait heureux, en fait. Je pense que c'est une espèce de colère qui le poursuivait tout le temps. Effectivement, à table, parfois, il fallait une tête de Turc. On avait l'impression qu'il cherchait un peu la bagarre et qu'il fonctionnait comme ça. Déjà, oui, c'est quelqu'un, et vous dites, il avait besoin de s'engueuler, ouais, quoi. Donc voilà. c'était assez, ça pouvait être oppressant de passer des vacances avec lui. Après, il avait des moments de détente quand il cuisinait, notamment. Ça, on le découvre aussi. Moi, je ne savais pas du tout que c'était un homme qui aimait faire la cuisine. Je pense qu'il... Et qu'il avait une spécialité, vous pouvez nous en dire deux mots. La paella. Et le cassoulet, voilà. Deux spécialités. Moi, je préférais la paella, mais il passait... Il en était très fier, hein, de cette paella. Il en était très fier. Il était très content qu'on apprécie. Et donc, pour revenir au repos, j'ai l'impression que c'est dans ces moments-là où il cuisinait pendant des heures, il faisait son marché, il était vraiment très, très perfectionniste en cuisine. Là, il lâchait un peu prise. Alors, il y a quelque chose qui ressort de votre livre, c'est qu'en tout cas, il a systématiquement besoin d'être le plus admiré autour d'une table. C'est-à-dire, quels que soient les convives, quelle que soit l'assistance familiale, professionnelle, il faut toujours que l'attention tourne autour de lui. Il faut toujours que ce soit lui qui fasse mieux les choses que les autres. Son fils, d'ailleurs, Laurent, lui portera un petit coup un jour en lui disant que son plat préféré, c'est le couscous de votre mère. Ouais, et c'est pas la paella de son père. Oui, et à partir du jour où Laurent lui a dit ça, à chaque fois que Bernard le servait à table, c'est-à-dire au moins tous les week-ends, puisqu'il cuisinait tous les week-ends, il répétait à Laurent, c'est bon hein, mon fils, mais ça ne vaut pas le couscous de ta belle-mère. Mais enfin, pour élargir un peu, il voulait être reconnu dans tous les domaines, pas que en cuisine. C'était un besoin de reconnaissance infini, un besoin d'être aimé, en fait, je pense. Ouais. Il aimait être le centre du monde. Est-ce qu'il avait besoin d'avoir toujours raison aussi ? Il aimait la discussion, mais quand il y avait certains sujets où c'était très compliqué de discuter. D'ailleurs, on l'a vu un peu en plateau... il s'énervait facilement si on lui tenait tête, quand même. Alors, il y a quelque chose aussi que j'ai découvert à la lecture de votre livre, c'est que Bernard Tapie avait une passion pour son chien. Vraiment, hein. Oui. Il disait d'ailleurs, c'est le seul être au monde, ce qui est quand même pas très sympa pour le reste de la famille, c'est le seul être au monde qui me pose jamais de problème. Y compris pour sa femme, qui a été quand même d'un dévouement extraordinaire, surtout à la fin de sa vie, où elle a vraiment accompagné Bernard Tapie dans ses dernières années difficiles de lutte contre le cancer. Mais son chien, c'était sa passion. Vous évoquiez tout à l'heure son côté animal et instinctif, et avec ses chiens, il était vraiment animal. Hein. Il se mettait par terre avec eux pour les prendre dans ses bras. Il adorait partager les repas avec eux. Donc je vous dis pas quand il y avait un poulet rôti. Même sa façon de manger pouvait être un peu animal. Donc la cohabitation avec les chiens se passait très bien. Mais je pense qu'on le sollicitait tellement à la fin de sa vie et qu'il ne pouvait pas répondre à toutes nos questions, tous nos besoins, etc. parce qu'il était de plus en plus impuissant, aussi bien financièrement qu'affaibli. Qui effectivement, le chien, c'était le seul être qui lui posait aucun problème et ce qui peut se comprendre. Ouais. Et quand il est déçu en juillet 2019 après le revirement des journalistes qui d'un seul coup, puisque la justice l'a relaxé, se remettent à parler de lui positivement après l'avoir enfoncé, il dira un peu, ça m'a fait penser à cette phrase de Pierre Desproges, plus je connais les humains, plus j'aime mes chiens. Oui. Je pense qu'il était plein de désillusions. Il s'en est pris quand même, pour parler comme lui, plein la gueule pendant des années. D'ailleurs, il nous disait c'est fatigant d'être le gibier pendant 25 ans. Le gibier.
On pourrait parler aussi de la politique à un moment, parce qu'il est resté quand même sur la politique comme l'homme qui s'est battu contre le Front National. Au fur et à mesure et à la fin de sa vie, le Rassemblement National atteignait des scores énormes, changeait de discours. Est-ce qu'il avait changé d'avis à la fin de sa vie sur ce parti, celui qui est devenu celui de Marine Le Pen? Non, il n'a jamais changé d'avis. Jamais. Il était, c'était une conviction. Non, il n'a jamais changé d'avis. Il en parlait moins en fin de vie, mais. Alors on va revenir dans un instant à la politique parce que ça restera, et c'est incroyable, on l'apprend à la lecture de votre livre, mais même dans les toutes dernières heures de sa vie, disons derniers jours, pas dernières heures, il se dit que s'il sort de cette épreuve qu'est le cancer, il reviendra en politique. Ça, les bras m'en sont tombés. Ah oui. Il envisage même de se présenter à la présidence de la République, et puis finalement il concède que le poste de Premier ministre pourrait être aussi un honneur pour lui. Oui. C'est assez extraordinaire. Mais avant de parler de ça, on va parler aussi de l'homme qu'il a été dans la tourmente judiciaire. C'est dans un instant avec Victor Lefebvre, avec vous, Marie Tapie. À tout de suite sur Sud Radio. L'heure libre. Sud Radio, parlons vrai. De retour de l'heure libre, votre rendez-vous du samedi midi, toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry. Toujours là, Stéphane Simon. La voix de vos matinales sur Sud Radio. Le week-end. Le week-end, bien sûr, et nous sommes le week-end. Exactement, ça tombe bien. Victor Lefebvre. Rebonjour Stéphane Simon. Rebonjour. Et notre invitée est Marie Grisinger Tapie, la belle-fille de Bernard Tapie, auteur de Tapie comme Bernard aux éditions des Presses de la Cité. Vous avez appelé ce livre comme ça parce que vous avez très souvent été, quand vous arriviez quelque part et vous deviez vous présenter, vous disiez Marie Tapie comme Bernard. Ouais. Hein, vous avez entendu ça souvent? Tout le temps dans les taxis, tout le temps. D'accord. Ouais. Alors aujourd'hui, nous parlons des dernières confidences sur Bernard Tapie qui nous a quittés il y a 3 ans, presque jour pour jour. Et évidemment, il y a toujours une grande fascination pour cet homme d'affaires hors du commun, pour l'homme. On en a parlé en première partie de cette émission, mais aussi pour ce personnage qu'il a représenté dans la société française. Victor Lefebvre, d'ailleurs, vous vous êtes penché sur le Bernard Tapie, homme de coups, parce que c'est un homme qui prend des coups, mais qui en donne et qui en fait, évidemment, des coups parfois border, on va y revenir. L'homme d'affaires a été aux prises à de nombreuses fois avec la justice, qui a des démêlés avec la police, avec la justice. On se souvient de la rocambolesque affaire de corruption au MVA quand il est à la tête du club de Marseille, ou encore le conflit qui l'a opposé pendant près de 30 ans, je crois qu'on se rend pas compte. Ouais. 27 ans de conflit judiciaire avec le Crédit Lyonnais dans l'affaire du raid Adidas, où il l'estime et où il a été prouvé qu'il avait été lésé à de nombreuses reprises. Oui, il y a plusieurs affaires judiciaires qui ont émaillé la carrière de Bernard Tapie. D'abord, l'affaire des châteaux de Bokassa en 1981. Tapie doit rendre 4 châteaux à l'ancien empereur de Centrafrique, Jean Bédel Bokassa, après un jugement du tribunal d'Abidjan annulant la vente, qui a été d'ailleurs ratifié par le tribunal de Paris. Ensuite, vous l'avez dit, l'affaire VA-OM. En mai 1993, le joueur de Valenciennes, Jacques Glassman, accuse l'OM de l'avoir corrompu, lui et 2 de ses coéquipiers, en marge du match VA-OM de championnat de football. Bernard Tapie, à l'époque président de l'OM, est condamné en 1995 pour complicité de corruption et subordination de témoins à 2 ans de prison, dont 8 mois fermes. Il obtiendra une libération conditionnelle en juillet 1997, après avoir passé 165 jours en prison. Ensuite, il y a différentes affaires qu'on peut citer. L'affaire Testu en 1996, l'affaire du Le Fosséa en 1997, l'affaire des comptes de l'OM en 1998. Et puis, vous l'avez dit, l'affaire Adidas Crédit Lyonnais. Ouais. En 2008, un arbitrage... 27 ans de procédure. Ça a duré longtemps. Et un arbitrage accorde en 2008 403 millions d'euros à Bernard Tapie pour régler son litige avec le Crédit Lyonnais sur la vente d'Adidas dans les années 90. L'arbitrage est annulé pour fraude en 2015. Bernard Tapie est condamné en appel à rembourser la totalité de cette somme plus les intérêts. Bernard Tapie se pourvoit en cassation. Pour le volet pénal, Bernard Tapie est relaxé en juillet 2019 des accusations d'escroquerie et de détournement de fraude publique. Le parquet fait appel et la décision était attendue le 6 octobre 2021, soit 3 jours après la mort de Bernard Tapie.
Alors, évidemment, le décès du principal mis en cause a éteint, les accusations. Alors, Marie Tapie, on ne va pas, je vous rassure, vous demander de nous éclairer sur tous les détails de ces affaires. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment Bernard Tapie vivait ces périodes très délicates de la justice, avec la justice, pardon. Est-ce qu'il était affecté ou il avait fini par être indifférent à ce qui lui arrivait? Quand on songe aux 27 ans de procédure dans l'affaire Adidas, on se doit dire quand même qu'à la fin, on a le cuir épais comme ça. Hein. Non, il n'y a eu jamais d'indifférence. Il n'y a jamais eu d'indifférence sur ces affaires. Moi qui ai vécu avec lui de l'intérieur, je l'ai vu tous les jours pendant 27 ans, je dis bien tous les jours, se battre, combattre dans ses procès du matin au soir. C'est-à-dire que la journée était forcément ponctuée d'appels avec des avocats, de préparation de nouvelles stratégies. Il avait toujours 3 coups d'avance. Il y pensait, je dirais même, jour et nuit. Et il faut bien réaliser, 27 ans, ce que c'est quand cet homme était seul face à une banque, face à un État. L'État a dû avoir entre-temps 5 présidents de la République, je ne sais pas combien de gardes des Sceaux. C'est comme s'il y a 2 équipes de foot qui s'affrontent, une qui a le droit de changer ses joueurs et l'autre non. Sauf que lui était seul sur le terrain, seul pendant 27 ans. C'est juste incroyable qu'il ait pu tenir aussi longtemps. D'ailleurs, vous dites dans le livre, tu ne vas pas tenir... Vous le tutoyez dans le livre. De toute façon, vous le tutoyez. Je m'adresse à lui vie. dans le livre, c'est très direct, très Tapie. Voilà. Et vous dites, tu ne vas pas tenir l'adversaire. Il est trop fort. Tu ne peux pas tenir l'adversaire car il est trop fort. Ouais. Bah et oui. puis c'est comme une hydre à plusieurs têtes, vous voyez. Tapie en coupait une, il y en avait 3 qui repoussaient, mais c'était sans arrêt. Et je dis dans le livre que c'était un brouillard qui ne se levait jamais. Et quand il avait cette espèce de fatigue immense dont vous parlez dans ses yeux, vous dites il avait parfois une fatigue immense. Ouais, combien de fois il se frottait les mains avec il se frottait les yeux avec ses grosses mains. Ouais. Et comment il arrivait à chasser les idées sombres qui pouvaient arriver à ces moments-là? La famille, c'était vital pour lui. Les chiens, la famille, s'occuper de nous, la cuisine, sa maison de campagne, voilà. C'est comme ça qu'il faisait le vide dans la tête. C'est comme ça qu'il était heureux, son vélo aussi. Il faisait énormément de vélo. Alors il y a un détail que vous rappelez qui n'en est pas un finalement. Au début de votre livre, vous racontez qu'en 1962, alors qu'il est donc très jeune, il a déjà maille à partir avec la police. À l'époque, ce sont avec les flics du Bourget. Et vous concluez sur le fait qu'il a fini sa vie comme il l'a commencé finalement. Il a fini comme il a commencé, mais je parle aussi de son agression dans sa maison de campagne où il s'est pris beaucoup de coups dans la figure. Et je dis qu'il a commencé par se faire taper par des flics. Là, vers la fin de sa vie, c'était des gars de banlieue qui lui ont fracassé la tête et qu'il a quand même assez mal vécu parce qu'il s'est dit, mais même eux... ils m'en veulent. Ouais, c'est ça. Alors qu'il dira, non seulement, alors il va se défendre face à cette agression, j'ai souvenir qu'il crache même à la figure d'un de ces jeunes. Il se défend comme il peut, mais c'est un homme qui a le cancer, qui est âgé, donc il leur crache à la figure. Ouais. Et il leur dit sans arrêt, mais moi aussi je viens de banlieue. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je suis même pas sûr que les gars connaissaient Tapie. Ouais, voilà. Ouais. Alors revenons rapidement sur le dernier arbitrage qui va véritablement sonner le glas de la fortune de Bernard Tapie. C'est le 3 décembre 2015, l'arbitrage qui lui avait permis d'être indemnisé à hauteur de 403 millions d'euros, vous le rappeliez Victor, est cassé et l'État lui demande le remboursement total de ce qu'il a perçu, plus des intérêts. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est fou. Hein. Il avait de quoi rembourser, mais les intérêts, je crois qu'aujourd'hui on est à 600 millions, vous voyez. Parce qu'ils ont rajouté les intérêts, ils n'ont pas réintégré les impôts que Tapie a payés en touchant la somme. Donc bon, c'était un peu compliqué. Alors avec des allusions subtiles, j'imagine que ça a été relu par les avocats des presses de la Cité, vous dites que finalement François Hollande n'est peut-être pas étranger à cette décision, page 48. Et pourquoi? Parce que votre beau-père, en fait, Bernard Tapie, avait beaucoup de dédain pour François Hollande. Oui. Je pense que la haine de Tapie... venant de Hollande date déjà du fait que Tapie soit arrivé comme un prince en politique, qu'il n'était pas du milieu et qu'il a tout de suite été le chouchou du président.
Donc ça a dû énerver pas mal à cette époque. Et puis moi, j'ai souvenir qu'avant les élections où Hollande est élu, il appelait, Bernard voyait son téléphone sonner et disait c'est encore Hollande et ne répondait jamais. Donc ces deux ne s'aimaient pas trop. Oui, ils s'aimaient pas trop et un jour, Bernard Tapie entend de la bouche de François Hollande, qui a appris qu'il souffrait du cancer et qui lui demande comment ça va. Et Tapie lui dira « Vous osez me demander comment je vais ?» Voilà, parce qu'ils se croisent dans la rue, Hollande s'approche de Tapie, lui demande comment ça va. Et bon, selon Bernard était persuadé que Hollande était à l'origine de beaucoup de ses problèmes judiciaires. Il y a quelque chose de passionnant dans votre livre, c'est que ce désir de politique finalement a habité Bernard Tapie jusqu'au dernier souffle. On apprend donc, je le disais il y a quelques instants, qu'il s'était fait une promesse. S'il sortait du cancer, il se présenterait à l'élection présidentielle, ou du moins, il accepterait un poste de Premier ministre. Ça paraît assez incroyable quand on lit cette anecdote. Surtout qu'il était vraiment en fin de vie. Donc on réalise que c'était son rêve ultime, mais bon, on s'en doutait. Quand on a vu qu'il quand même se débarrassait de toutes ses affaires qui vendait à la va-vite Adidas pour être ministre de la ville. C'est quand même surréaliste. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a quelque chose qui ressort de la lecture de votre livre, c'est que pour comprendre la psychologie de Bernard Tapie, après tout, il faut se dire que l'homme s'est construit en permanence, aussi bien dans le milieu familial que dans la vie professionnelle. Il se construit dans l'adversité. Il a besoin de s'appuyer sur les autres, de montrer qu'il a un meilleur avis, qu'il est plus fort, qu'il est plus solide. Et c'est ça, ce besoin en permanence pour avancer, c'est un besoin de se battre. Un besoin de se battre et je pense une colère depuis l'enfance, un gros complexe de classe qui s'est un peu apaisé quand il a fait son service militaire, parce que pour lui c'était le seul endroit où tout le monde était sur un pied d'égalité. C'est la première fois qu'il a réalisé qu'en fait il n'était pas plus mauvais que les gars qui étaient dans des classes sociales plus élevées, qu'il avait même souvent plus de talent qu'eux. Donc en tout cas cette colère, il l'avait vraiment depuis l'enfance. J'ai l'impression qu'elle l'a jamais vraiment quitté. Alors dans un instant on va parler du Bernard Tapie malade. C'était l'été 2017. Vous écrivez: il était tout le temps fatigué. L'homme des Pylvondères n'a pas d'allant. Et vous allez découvrir en fait qu'il a un cancer. On en parle tout de suite avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. L'heure libre. Sud Radio, parlons vrai. De retour dans l'heure libre avec mes complices Jean-Marie Bordry des matinales de Sud Radio et Victor Lefebvre. Bonjour Stéphane Simon. Du service investigation. Avec nous Marie Grissinger-Tapie, auteur de Tapie comme Bernard aux éditions Les Presses de la Cité. Nous allons parler du Bernard Tapie malade. C'est à partir de l'été 2017 que les choses se gâtent. En effet, vous avez l'impression qu'il est fatigué, il est bougon, il devient rabat-joie. Bernard Tapie ne sort plus avec vous le soir, il n'en a plus l'envie. Même le 14 juillet, il se couche à 21h, ce qui est tout à fait inhabituel. Et à la fin de l'été, vous allez découvrir qu'il a un cancer. La tumeur fait déjà 3 cm de long. Oui, tout à fait. Alors c'était pas inhabituel qu'il se couche tôt, mais là, parce que Bernard ne sortait pas, il aimait pas les fêtes. On le forçait un peu à aller au restaurant de temps en temps, donc il était quand même assez calme, mais là c'était excessif. Donc oui, un soir du 14 juillet où on était en famille, donc en général quand on était en famille il adorait rester, là il va se coucher. Et il découvre qu'il a un cancer, et ce qui est très très étonnant dans cette histoire, c'est que c'est un cancer de l'estomac. Comme il a eu dans son film avec Lelouch des années avant, il avait eu ce cancer de l'estomac dans la fiction, il a dans la vraie vie ce cancer de l'estomac. Dans le film, c'est Pierre Arditi qui le soigne et qui lui annonce « vous avez un cancer de l'estomac ». Et dans la vraie vie, il prend l'avion le lendemain de cette découverte atroce et il se retrouve dans l'avion avec Pierre Arditi. À côté de lui, incroyable. Voilà, alors qu'ils ne se fréquentaient pas du tout. Et là, il dit, mais Pierre, tu peux pas imaginer ce qu'on m'a annoncé hier. On m'a annoncé que j'avais un cancer de l'estomac.
Et je fais cette réflexion dans le livre qui est que, avec Bernard, la fiction se mélangeait tout le temps avec la réalité, en fait. Alors c'est un choc, d'autant que pour vous, évidemment, vous vous rendez compte, on se rend compte que tout Bernard Tapie qu'il est, il ne faisait pas d'examen médical. Il n'y avait pas de check-up pour lui. Et alors cette tumeur, avant d'atteindre 3 cm, elle aurait pu être détectée bien avant. Et évidemment, certainement mieux soignée. C'est vrai. Mais vous savez, il était tellement... à un moment obsédé par ces procès qui venaient de tous les côtés, qu'effectivement il s'est négligé. Je pense qu'il s'est négligé. Alors, Bernard Tapie n'a pas peur de mourir. On le découvre en lisant votre livre. Il l'a dit aussi au moment... mais quand même, quand le milieu familial le confirme, c'est plus un mot de bravache, on va dire. Quand il apprend qu'il a le cancer, il dit à ses philosophes, j'ai 74 ans, j'ai tout vécu. Oui, et puis je pense qu'il en avait un peu marre je suis pas sûre que sa vie le satisfaisait totalement, en fait, à 74 ans, puisqu'on était encore dans les procès permanents. En même temps, hein, il nous dit ça, mais moi je suis persuadée qu'au fond, il était évidemment angoissé. D'ailleurs, la dernière année, il y avait un pasteur qui venait le voir quasiment tous les jours. Oui, ça c'est très intéressant. Avec qui il parlait au téléphone quotidiennement, et je pense que c'est pas étranger à une véritable angoisse qu'il avait en lui. C'est intéressant parce que on découvre finalement que cet homme de gauche, que l'on pensait très laïque, finalement, il se raccroche beaucoup à la religion dans les derniers moments de sa vie. Hein. Oui. Dans les derniers moments, même dans les mauvais moments, je dirais, parce qu'en prison, c'était le cas aussi. Et puis en relisant des articles, j'ai vu qu'il en parlait déjà même avant. Donc ça l'a suivi un peu toute sa vie, mais ça c'est vraiment, aux yeux de la famille en tout cas, ça a paru beaucoup plus évident à la fin. Bernard Tapie fait preuve d'un grand courage, évidemment, parce que à partir de janvier 2018, il se fait opérer. Et là, il subit une opération qui va durer 8 heures. Il se fait ouvrir la cage thoracique. On s'imagine ce que ça veut dire. On sort un morceau de son poumon pour découper l'œsophage et retirer les 3/4 de l'estomac. Et ce qui est incroyable, c'est que 3 jours après cette opération particulièrement lourde, il est déjà sur pied, et il est déjà dehors. Et il retrouve une vie normale quasiment tout de suite, quoi. Non, mais les médecins, les chirurgiens n'en revenaient pas avec lui. C'est-à-dire que qu'il lui fallait 5 jours pour 3 semaines contre une personne normale de rétablissement, en fait. Et franchement, les chirurgiens disaient à la famille, mais on est sidérés, on n'a jamais vu ça. Une vitesse de cicatrisation incroyable. Donc cet homme était quand même exceptionnel sur beaucoup d'aspects. Ouais. Alors à l'automne 2018, après être opéré, il a une rémission. Mais malheureusement, ça ne va pas durer. Et le mai suivant, mai 2019, alors que vous êtes, avec votre mari aux États-Unis, vous vous rendez compte un jour au téléphone que Bernard Tapie a la voix éraillée. Le cancer a donc métastasé, les cordes vocales sont touchées. Voilà. Et ça a été très choquant pour nous. Vous vous souvenez encore En fait, on l'a vu à la télé avec cette voix très aiguë et très très bêtement avec mon mari, on a rigolé de voir cet homme dont la caractéristique était quand même cette voix très grave et très virile, avoir soudainement une voix aiguë. Et pour moi, ça correspondait plus du tout au personnage. Mais bon, rapidement, ça nous a moins fait rire parce que moi, j'avais fait des recherches sur Google et j'avais vu que quand les cordes vocales commencent comme ça à s'affaiblir, c'est très très mauvais signe. Oui, et puis malgré cette voix, il continuait à être aussi combatif, à être aussi bagarreur et à venir à la télé dire ce qu'il avait à dire. Oui, on se souvient d'une interview avec Laurent Delahousse où il a la voix totalement éraillée comme ça. Alors, à cette période, il va demander lui-même au médecin de faire, tenez-vous bien, une chimiothérapie et une radiothérapie, mais en même temps. Ce qui est une folie, parce qu'il y a très peu d'organismes qui peuvent tenir face à cela. Et il souffrait beaucoup après ces traitements. Il était très malade, mais comme quoi la mort devait l'angoisser quand même, puisqu'il voulait mettre le paquet pour guérir.
Alors évidemment, ce combat silencieux contre le cancer va se payer très cher pour la famille. Bernard Tapie a été, on peut le dire, odieux avec ses proches à la fin de sa vie. Il est très dur à vivre. Il est très dur à vivre, encore plus exigeant. Et déjà très possessif avec son épouse Dominique, mais là plus que jamais, avec l'angoisse, même avec l'angoisse, je vais vous dire qu'elle lui survive. C'est-à-dire que il était tellement jaloux que d'imaginer sa femme vivre sans lui était complètement insupportable. Alors les derniers jours sont horribles puisque son corps lui fait mal, très mal. On lui fait des compresses de froid, des compresses d'argile. Tout ce qui peut dissiper la douleur, évidemment, est bon à prendre. Mais il y a pire que ça, il y a ces angoisses la nuit. La nuit, il se lève, il allume la lumière et il a peur. Oui. Il a peur. Bon, je ne sais pas de quoi il avait peur. Je pense de la progression de la maladie. On lui donnait des petits traitements contre la douleur, mais j'en parle dans le livre. Il refusait la morphine. Et on ne lui donnait la morphine que quand il se mettait à hurler et qu'il n'y avait plus aucune autre option. Parce qu'il était persuadé qu'il fallait garder l'énergie, que la douleur faisait réagir le corps et que le corps serait plus combatif en ayant cette douleur. Donc cette histoire de morphine, ça a été l'enfer, puisque nous, on l'a vu souffrir le martyr jusqu'au bout. Enfin... Il y a une personne dont on doit saluer ici l'extraordinaire courage, c'est Dominique, sa femme, parce qu'il ne supportait pas qu'elle s'éloigne, même de quelques mètres de lui. Alors, il avait besoin de la sentir à côté de lui en permanence. Oui, tout à fait. Il voulait pas qu'il y ait d'infirmiers pour prendre le relais. Il voulait qu'elle dorme avec lui toutes les nuits, sachant qu'il se levait beaucoup la nuit, donc elle était totalement épuisée. Il acceptait exceptionnellement que son fils Laurent prenne le relais, passe la nuit avec lui, mais Dominique a été vraiment exemplaire. Ouais. Est-ce qu'à la fin de sa vie, il avait un regret dans ce qu'il avait pu faire, pas forcément ce qui lui est arrivé, mais ce qu'il avait pu faire, un de ses actes, une de ses opérations? Le regret, c'est la politique, je pense. C'est la politique parce que il était voué à aller très loin. C'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit dans le livre, qui est un des témoins du livre, qui avait été épaté par son potentiel politique. C'était un homme qui avait un lien très fort avec le peuple et très charnel, et ça, peu de gens peuvent l'avoir. Donc il aurait pu aller très très loin en politique, et je pense que c'est ça qu'il a dû regretter le plus. Ouais, c'est à la fois du regret et c'est de l'envie d'en être quand même, parce que on le disait tout à l'heure, il aurait aimé encore, s'il avait vaincu le cancer, se présenter à la présidence de la République. Merci beaucoup Marie Tapie d'être venue témoigner ici. Je rappelle le titre de votre livre, Tapie comme Bernard, aux éditions Presse de la Cité, un joli livre écrit tout en impression comme ça, qui se chevauche, et c'est absolument étonnant. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio la semaine prochaine. Alors on va se retrouver. Et oui, nouveau rendez-vous samedi 12h-13h toujours, mais avec une nouvelle émission qui va s'appeler L'affaire dans l'affaire, présentée par vous Stéphane Simon toutes les semaines. Oui, on va prendre le temps de revenir sur une grande affaire criminelle d'hier ou d'aujourd'hui, et on va se poser toutes les questions qui s'imposent et qui nous font réfléchir sur la marche de notre société, avec le complice évidemment Victor Lefebvre. Avec plaisir. Et une émission en partenariat avec la revue de Max Kais qui va s'appeler Affaires criminelles aussi. Tout de suite, en attendant, Alain Marty qui nous amène sur les routes des vins. Exactement, on va se reposer dans les vignes entre la Gascogne et la Provence juste après les informations. À tout de suite sur Sud Radio.